Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire. Je suis en compagnie d'Eric Turgeman, directeur des gestions actions et convertibles chez OCN, qui nous fera un point sur le contexte de marché action. Vous pouvez également poser vos questions durant la présentation, puis nous prendrons le temps d'y répondre à l'issue de celle-ci. Alors Eric, bonjour. Bonjour. Alors nous étions quittés lors du précédent webinaire 2020 et depuis les marchés sont assez stables. Comment pouvez-vous expliquer cette apparente stabilité? Alors c'est vrai que quand on s'est quitté en fin juin, si on revient aujourd'hui les indices, c'est quasiment rien passé parce que je crois qu'à la minute où on parle, le CAC 40 doit être à peu près au même niveau que le 28 juin. Donc on va dire tout ça pour rien, au moins 2 mois d'été. En fait, les marchés actions, ils reposent sur deux fondamentaux. La croissance globalement qui permet aux entreprises de faire des bénéfices et les taux d'intérêt. Alors la croissance, quand on la regarde, on voit sur le slide, vous voyez que globalement, elle était très tôt révisée au cours des derniers mois. Un petit peu sur 2018-2019, encore une petite baisse, mais en gros, elle reste toujours supérieure à 3,6%, on est entre 3,6, 3,8. Et puis, à contrario, la prévision de croissance 2020 a été révisée légèrement à la hausse à 3,2%. Ça veut dire que sur le front de la croissance, qui est vraiment un pilier fondamental pour l'évaluation des actions, il n'y a pas eu de révision. Quand on regarde sur le slide suivant, notamment les variations de croissance entre 2018 et 2020, on voit que tout n'est pas homogène. Il y a des révisions, On voit que la croissance va un peu baisser dans les zones plutôt développées, les pays développés, les États-Unis, le Japon, l'Europe d'une certaine façon. Et puis, à l'inverse, on voit dans les zones émergentes, la croissance 2020 sera supérieure à 2018. C'est le cas de l'Inde et du Brésil, par exemple. Ça, c'est pour la croissance. Sur la slide suivante, on va voir notamment les taux d'intérêt, donc c'est le deuxième paramètre très important. Le taux qui est considéré comme sans risque, c'est le taux allemand à 10 ans, enfin sans risque. L'Allemagne est considérée comme l'économie la plus solide en Europe. Et là, on voit que les taux sont toujours autour de entre 0,3 et 0,4%, ce qui est très bas. Et en fait, la stabilité dans des indices depuis 2 mois, elle est à rapprocher de cette stabilité des prévisions de croissance et des taux d'intérêt. Alors, néanmoins, quels sont pour vous les freins à la hausse? Alors, il y en a effectivement, quand on est stable, ça veut dire qu'on n'a pas, on n'a pas progressé. Alors, il y en a un premier, on va le voir sur le slide suivant. Si les taux en Allemagne sont restés stables, comme on l'a vu, c'est pas le cas de l'Italie. Pourquoi? Parce que politiquement, l'Italie est un peu dans des interrogations. On voit que sont arrivés au pouvoir deux partis tout opposés il y a encore quelques temps. La Ligue Lombarde, la Ligue, et puis aussi le parti 5 étoiles. Alors ça, pour l'Europe, c'est des partis évidemment qui font peur, c'est des partis soit d'extrême, soit populistes. Et évidemment, quand on a comme ça des interrogations politiques, on a capitaux qui fuient le pays. Et là, on voit que le taux de l'Italie s'est tendu. Donc, ça veut dire que la stabilité en Allemagne, qui n'est pas la même en Italie, et donc au-delà de ça, ça rejaillit sur un peu toute l'Europe et sur pas mal de secteurs, on en parlera après, mais quand on appelle ça une explosion un peu des taux, même si ça paraît bas, il y a 10 ans, on aurait dit que c'était peu bas. Mais aujourd'hui, avec l'inflation qui est nulle, et un taux allemand qui est quasiment à zéro, il y a cette pression notamment sur les taux italiens. Et il n'y a pas que ça. Sur le slide suivant, voilà, on est un peu résumé pour aller vite. Donald Trump, c'est quoi? C'est la politique. En fait, c'est la crainte, c'est plus qu'une crainte du protectionnisme américain, et finalement une entrave au commerce international, notamment entre les États-Unis et ses partenaires, la Chine, le Canada, le Mexique et l'Europe. Donc il y a le risque Trump. Il y a le Brexit. Le Brexit, alors Brexit, ça fait longtemps qu'on n'en parle plus parce que c'est fait, normalement, à part qu'on voit bien que l'organe est réellement fait. On se demande s'il aura lieu. Et puis, à défaut, quelque chose, ce sera un hard Brexit. Donc c'est la manière dont le Royaume-Uni va se séparer du reste de l'Europe. Si c'est fait de manière désordonnée, il y aura des incidents terroristes. Et puis, les pays émergents, la Turquie, l'Argentine, qui ont à la fois des risques spécifiques liés à leur économie, et puis
politique aussi, parce qu'on voit que les États-Unis et la Turquie sont des partenaires de l'OTAN, qui se fâcher ces derniers temps. Et puis, bah, l'Argentine, ils additionnent le risque spécifique du pays et le risque des pays émergents en général, même si on l'a vu tout à l'heure, ce n'est pas les pays émergents qui ont les révisions de croissance les plus fortes. Donc, ben, ces risques pèsent sur les actions et empêchent les marchés de monter, c'est tout à fait légitime. Oui, donc quelques risques potentiels existent, mais malgré tout, les marchés résistent bien. Alors, oui, on peut se dire, bon, ok, ils n'ont pas monté, on comprend pourquoi ils ne montent pas, mais on peut se dire, finalement, ils ne baissent pas tant que ça. Alors, ils ne baissent pas tant que ça, on va le voir sur la slide suivante. Quand on regarde l'évolution, alors là aussi, il faut... C'est beaucoup de graphiques, donc je vais essayer de les commenter. Ce qui montre notamment, hein, la courbe bleue et rouge, c'est les États-Unis et c'est le Nasdaq. C'est-à-dire qu'il y a une dichotomie entre des marchés qui se portent très très bien. Donc en premier lieu, les États-Unis, malgré l'attitude de Donald Trump, et à l'intérieur des États-Unis, surtout les valeurs du Nasdaq. Alors vous connaissez les GAFAM, hein, Google, Amazon, Google c'est Alphabet, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. Donc là encore, il faut faire attention, tout ne se comporte pas de la même manière. Mais il y a des indices qui ont résisté, d'autres évidemment qui ont eu des parcours plus difficiles, notamment les émergents. Mais globalement, si on regarde le MSCI World, il est resté stable. Alors après, la question pourquoi? Alors là, on va revenir encore aux fondamentaux et on va la voir sur la slide suivante. Tout bonnement parce que les valorisations, sans être bradées, on ne peut pas dire que les marchés soient bradés, mais elles ne sont pas excessives. Alors, les États-Unis, ça a toujours été plus cher que le reste. On voit qu'on est à 17,5 fois les bénéfices, mais globalement, voilà, si on prend l'Europe, en moyenne, un peu moins de 14. C'est pas un niveau où on peut dire, attention, il y a une bulle. En 2000, quand la bulle a éclaté, les PE, c'était pas. Donc, PE, je rappelle, hein, c'est la capitalisation des bénéfices, on n'était pas à 14, on était à 30 ou 40 fois. Donc, si on revient au slide suivant, notamment sur la zone euro, là, c'est encore plus net, le slide d'avant. Voilà. Le slide d'après, celui-là. Voilà. Non, après. C'est la valorisation des PE. Voilà, exactement. Voilà, c'est celui-là. On voit qu'en zone euro, on est exactement à la médiane des 20 dernières années. Voilà. On est remonté à 98, pas parce qu'on avait gagné la Coupe du Monde à ce moment-là, mais voilà, le graphique retrace les 20 dernières années. Vous voyez, 13,48, c'est quasiment la médiane. Ça veut dire que si on se réfère qu'à l'évaluation, on peut ni dire on est trop cher, ni dire on est bradé. En regardant ce graphique, on peut se dire qu'en 99-2000, on était très cher, on était à plus de 25 fois. Et à contrario, en 2008, avec la crise de Lehman, ou en 2012, avec la crise de la zone euro, on pouvait se dire bah, on est à moins de 10. Là, c'est un niveau moyen. Donc, ce n'est pas un catalyseur, ni dans un sens, ni dans l'autre. Donc, ça, c'est la valorisation. Et slide suivante, finalement, quelque chose qui a toujours été porteur sur les actions, c'est le différentiel de taux entre le rendement des actions et le rendement des obligations. Pourquoi? Le rendement des obligations, donc on va prendre le taux allemand, hein, qui est, on va dire, les obligations les plus sûres, c'est très bas. Hein, ça veut dire qu'une obligation à 10 ans allemande vous rapporte 0,30%. Quand vous avez un rendement des actions qui est à 3,50 et il se maintient ce rendement parce que les entreprises continuent à faire des bénéfices, d'une année sur l'autre. Évidemment, quand le marché baisse, et en proportion, le rendement est important. Donc, ça, c'est un soutien. Donc, je vous ai expliqué ce qui était des freins à la hausse, hein, tous les risques, hein, les émergents, Trump, le Brexit. Et on peut expliquer aussi ce qui est un soutien, ce qui est un soutien à la baisse, c'est notamment la valorisation. Et c'est pour ça que le marché, finalement, se tient. Si on parle du CAC 40, on est entre 5003 et 5005 depuis 2 mois. Alors, les traders peuvent s'amuser à faire du trading. Quand on n'est pas trader, qu'est-ce qu'on avait fait nous finalement, hein, si vous vous souvenez bien, on était passé neutre après de longues années où on avait un discours très positif. On avait affiché notre neutralité par l'intermédiaire de notre CIO, hein, Jean-Marie Mercadal, au mois de mai.
qui avait dit à ce moment-là, bon, bah, après finalement plusieurs années de hausse, on est neutre sur les actions. À ce stade, et d'une certaine façon, c'est un peu la conclusion, on va passer le slide suivant. On n'a pas envie tellement de bouger nos positions. Alors, juste quand même, je voudrais... Oui. Oui, alors, on voit qu'il y a une stabilité des indices. Oui. Moi, je voulais revenir. A-t-on pu observer des divergences de performance entre certains secteurs ou certaines valeurs? C'est très important parce qu'en fait, ça masque l'apparente stabilité des indices, masque une distorsion très très forte. Vous voyez sur l'indice, on va être on va simplifier à l'extrême. Il y a deux grandes catégories de valeurs. Il y a les valeurs qui sont cycliques, alors qu'on appelle les cycliques, et puis qui sont souvent sous des côtés, alors, caractère value. Hein. Et puis il y a les valeurs dites défensives, de croissance. Elles sont pas souvent d'ailleurs, elles sont pas toujours de croissance, mais on les appelle valeurs de croissance. Mais on va dire c'est les belles valeurs, les valeurs qui ont jamais d'accident dans leur parcours de bénéfices. L'Oréal, l'air liquide, hein, pour faire simple pour un porteur français, les valeurs qui en général n'ont pas beaucoup de volatilité. Et quand on commence à avoir des doutes sur la croissance, et il y a des doutes notamment à travers la guerre commerciale que pourront se livrer les États-Unis avec leurs partenaires, les investisseurs ont tendance à se reporter. Alors, soit ils sortent des actions, mais s'ils restent sur les actions, ils se reportent sur les valeurs dites défensives. Et ils vendent les valeurs plus cycliques. Alors, les valeurs cycliques, c'est quoi? C'est l'automobile, c'est les banques et d'autres, les industriels. Et puis, à l'inverse, on va sur les cosmétiques, la distribution. Mais le problème, c'est qu'à force de faire ça, il y a des écarts de performance. Là, elles sont énormes. Enfin, vous voyez, en gros, ça commence début mai. On voit la courbe rouge qui plonge et la courbe verte qui continue. Donc, pour comprendre, c'est L'Oréal d'un côté, les banques de l'autre. Mais il n'y a pas que ça. Hein. Encore une fois, c'est pour ça que je dis, il y a l'automobile, etc. Alors, quand vous aviez, effectivement, pour avoir des performances, pour aujourd'hui battre les indices, il fallait avoir son portefeuille totalement investi sur les valeurs dites défensives. Je crois que ce serait une folie, honnêtement. Parce que on comprend pourquoi les investisseurs se ruent sur les valeurs qui paraissent moins risquées. Maintenant, tout a un prix, dans un sens et dans l'autre. Et la distorsion qui a lieu depuis le début mai finira par par se gommer. Le problème, c'est qu'on ne sait pas quand et on ne sait pas d'où. En 2000, beaucoup savaient qu'il y avait une folie sur les technologiques. Le problème, c'est qu'on pouvait se le dire dès le mois d'octobre 99. Ça a duré jusqu'en février 2000. Et non seulement ça a duré en durée, mais en amplitude. C'est-à-dire que moi, ce que je vois de ce graphique, c'est de me dire, à un moment donné, il y aura la courbe verte va rattraper la courbe rouge. Donc, si on a le temps, on prend des positions, on assume ces positions et on les garde. Et c'est ce qu'on fait notamment dans beaucoup des portefeuilles d'OFI. Mais maintenant, c'est pas pour ça qu'on n'aura pas la courbe verte qui va encore monter un peu, la courbe rouge qui va, ou violet, je vois pas trop, qui va encore baisser un peu, et ça peut durer encore 5-6 mois. Donc, c'est pour ça que c'est pas simple, effectivement. Mais en tout cas, il faut avoir la tête froide. Alors, je crois qu'on va arriver à la conclusion, hein, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc c'est très simple, hein, c'est ce que je disais. On était revenu à la neutralité début mai. Il n'y a aucune raison d'infléchir ce scénario aujourd'hui. C'est trop tôt, c'est-à-dire que si on arrive à voir plus clair, notamment, et on peut voir plus clair avec notamment Donald Trump qui tape sur la table et qui derrière négocie. Donc ça peut derrière effectivement, on va dire, s'arranger. Les pays émergents ont un vrai problème, mais tous les pays émergents n'ont pas le même problème. Donc la Turquie, c'est pas le Brésil, c'est pas l'Inde, c'est pas les Philippines. Donc si on voit les risques qui commencent à s'atténuer, alors on aura un rebond des marchés. La Banque centrale européenne remontera ses taux, parce que ça aussi c'est une interrogation, et on aura alors les secteurs cycliques et financiers qui rattraperont le retard qu'ils ont pris. Si à l'inverse, encore une fois, ça se durcit sur le front du commerce international, avec un Trump qui est de plus en plus agressif, s'il y a un accident sur les émergents, si on voit que le Brexit se passe mal, alors on peut avoir des marchés qui ont du mal. C'est pour ça qu'aujourd'hui,
on reste neutre. Alors évidemment, on peut dire, bah oui, on se mouille pas. On a été encore une fois haussier pendant de nombreux mois, hein, ça, tout le monde le sait. On n'a pas aujourd'hui envie de revenir, mais on ne voit pas non plus de fort potentiel à la baisse. D'accord, bah, merci beaucoup Eric pour ce point. Alors, nous avons une petite question, peut-être pour préciser un peu ce que vous avez dit lors de la fin de cette présentation. Alors, la question est, en termes de performance, la dispersion sectorielle est très importante depuis le début de l'année. Face à la technologie, les secteurs télécoms et les banques souffrent particulièrement. Donc, la question est, peut-on espérer une amélioration de la situation pour ces deux secteurs d'ici la fin de l'année? Alors, il y a deux, enfin, c'est une très bonne question, mais il y a finalement deux questions là-dedans. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut imaginer une amélioration de performance? Et puis après, il y a d'ici la fin de l'année. Alors, si on prend le secteur bancaire à 10 ans, il a beaucoup de nuages sur lui. On n'a pas le temps de développer, mais effectivement, c'est pas le secteur le plus sexy, je dirais. Pour autant, tout a un prix, et aujourd'hui, notamment les banques françaises, mais d'autres banques de la zone euro, sont littéralement bradées. Donc, est-ce qu'il y aura rattrapage? Oui. D'ici la fin de l'année, je ne sais pas. Voilà. Ça dépendra encore une fois de la proportion des investisseurs, soit à revenir sur les secteurs qui ont été massacrés, soit à rester sur ce qu'ils considèrent être des valeurs défensives. Ce qui est faux, elles ne sont pas défensives. Elles paraissent défensives parce qu'elles ne sont pas volatiles. En 2000, France Télécom, elle montait régulièrement. Elle était considérée comme une valeur de croissance et défensive, jusqu'à l'accident. Mais en tout cas, dans l'image, dans la tête des investisseurs, les valeurs donc dites de croissance ont un caractère défensif, et c'est pour ça qu'ils se ruent. Donc, oui, je réponds à la question en disant à un moment donné, la logique reprend ses droits, et à un moment donné, quand les investisseurs le font pas, c'est les entreprises elles-mêmes qui le font en se rachetant. Alors, il n'y a pas encore de fusion-acquisition dans le secteur bancaire, mais ça viendra. Mais quand une valeur est bradée, elle finit par être rachetée. Donc, la réponse est oui. D'ici la fin de l'année, c'est trop tôt pour le dire. Voilà. Ça, c'est pour les banques. Peut-être un peu moins vrai sur le secteur des télécoms parce qu'il y a d'autres enjeux qui n'ont pas forcément été adressés. Mais d'une manière générale, je parlais des banques, le secteur automobile, tout ce qui est dit value et cyclique, on l'a vu sur la slide hein, qu'on a projetée, a été massacré. Et moi, je suis convaincu que ça reviendra, mais il faut être patient. D'accord, merci beaucoup.